Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio des experts. Alors comme d'habitude, on va passer en revue l'actualité de la semaine. On va parler de taxi, d'Iris, de macronistes et aussi de commerce, entre autres. Et pour analyser et commenter tout cela, il y aura 2 invités politiques et 4 chroniqueurs. Ces 4 experts chroniqueurs sont celles qui dirigent d'abord les pages bruxelloises de l'ADH, c'est Pauline de Glume. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Il investigue, c'est le journaliste Mehmet Koksal. Bonjour Jean-Jacques. Elle commente, c'est la journaliste Gabrielle Lefebvre. Bonjour. Et il s'immerge dans tous les milieux, c'est Nicolas Roisin. Bonjour à tout le monde. Alors on va commencer par la fête de l'Iris. Officiellement, elle a eu lieu lundi 8 mai, mais on avait déjà devancé la fête en l'organisant le week-end, le samedi pour les officiels, le dimanche pour le grand public. Reportage le samedi avec Jean-Michel Herbin et Jennifer Fuchs. La région bruxelloise souffle ce week-end ses 28 bougies, mais après les déclarations de Bart De Wever cette semaine, les discours de ce midi empruntaient des tournures beaucoup plus institutionnelles que festives. Quand on entend des voix qui disent « Oui, mais la région bruxelloise, il faut remettre son statut en question, on va co-gérer flamand et wallon la région bruxelloise », enfin, autant de provocations attendues. Et donc la fête de l'Iris, ça consiste à dire « Halt ». On ne va pas quand même autoriser certains à entamer de nouvelles négociations institutionnelles pour qu'ils en tirent avantage. Siegfried Brack, le président du Parlement fédéral, ne partage évidemment pas du tout la même vision que son homologue bruxellois. On se tient au cadre institutionnel qu'on a à ce moment-ci. Vous aimeriez effectivement bien le changer. Ah oui, ça c'est clair. Dans la salle des glaces du Parlement bruxellois, une bonne partie du gratin politique belge a fait le déplacement. La région bruxelloise est une région à mes yeux à part entière et moi je souhaite la loyauté fédérale, c'est-à-dire une bonne coopération entre les différents gouvernements. Si on veut maintenir notre pays uni, il faut nourrir, chérir Bruxelles-Capitale et donc je viens témoigner mon soutien. De son côté, le ministre-président, Rudy Verwoerd, préfère mettre en avant les avancées réalisées dans la région. Bruxelles, c'est le premier bassin d'emploi, c'est la richesse économique, c'est la vitalité économique de notre pays. Voilà, c'est le message je veux adresser aujourd'hui. Cette année, 150 000 visiteurs sont attendus à Bruxelles pour célébrer la naissance de la région, un événement que l'on espère effectivement plus festif que politique. Alors Pauline de Glume, cet événement, bon, il était à la fois institutionnel et quand même festif. Hein. Ouais, mais moi je penche quand même plus pour le côté festif. Si on va du côté de la population, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont été aux différentes activités, qui ont bien marché, surtout le samedi, peut-être un petit peu moins le dimanche, mais c'est une impression comme ça. Mais que si on leur demande, ben voilà, qu'est-ce que la NVA a dit le samedi à l'occasion de la fête de l'Iris, bon, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue qui pourraient revenir là-dessus. Et finalement, ben, voilà, on est habitué à ce genre de sortie, ça devient... Enfin voilà, il n'y a rien qui change et je trouve d'ailleurs que la réponse n'était pas au niveau bruxellois super forte, mais peut-être parce qu'on ne s'inquiète plus vraiment de ces sorties-là qui sont un peu banalisées aussi avec le temps. Mehmet Koksal ? Oui, je voudrais dire qu'il ne faut pas non plus laisser l'agenda guidé par les sorties institutionnelles, NVA, contre PS, etc. Et je trouve que Rudy Verwoerd réagit très bien en mettant l'accent sur ce qui marche, ce qui fonctionne, et recadrer la chose sur la partie festive. Moi, évidemment, j'étais beaucoup plus intéressé sur la partie festive, aussi pour des raisons personnelles. Le 8 mai, c'est aussi mon anniversaire, donc je fêtais plutôt ça. Bon anniversaire. Merci. Et vous, Gabrielle Lefebvre, c'était votre anniversaire aussi, non ? Pas du tout, c'est déjà passé, malheureusement. Sinon, j'aurais eu un plaisir à recevoir peut-être une petite rose qui vient au secours de l'Iris. L'Iris, fleur des marais, l'origine de Bruxelles, cette ville magnifique bâtie sur des sables mouvants, mais avec une population très diversifiée, comme l'est la végétation dans les marais. Et c'est peut-être un peu ça que la fête réfléchissait un petit peu. C'était ça, cette diversité, cette créativité qui est possible dans des zones un petit peu sauvages et pas trop contrôlées par des pouvoirs fédéraux. Nicolas Roisin. Pas grand-chose à rajouter. On sait que chaque année, à la même époque, c'est la même chose. La NVA a un ADN qui est le nationalisme flamand. Et donc voilà, c'est tout à fait logique, entre guillemets, de jouer le jeu et d'avoir d'un côté une attaque et d'un autre côté une réponse. Eh bien, ça tombe bien parce qu'un de nos 2 invités, c'est Johan van den Ries de la NVA. Et à ses côtés, il y aura Ridwan Chaïd, qui lui est un homme politique bruxellois du PS. On les invite tous les 2 à nous rejoindre.
Ridwan Chahid est député bruxellois PS, il est aussi échevin et vert, et Johan van den Dries est député bruxellois NVA, et aussi conseiller communal à la ville de Bruxelles. Et je vais commencer avec vous, Johan van den Dries, puisque finalement c'est vous qui avez un peu allumé la mèche institutionnelle samedi matin dans un article dans Le Soir, où vous disiez que Bruxelles devrait plutôt être une ville-capitale plutôt qu'une ville-région. Pourquoi avoir lancé ça au moment de la fête de l'Iris? C'était le bon moment? Eh bien, au fond, moi j'ai été invité de ce journal, donc j'ai réagi à cause de cette invitation. Et normalement, je trouve ça naturellement un bon moment parce que tout le monde est ensemble. C'est le moment aussi de donner des messages. Et je trouve en effet que le temps de rien faire à Bruxelles est fini. Et au niveau de l'organisation de Bruxelles, il faut changer certaines choses. D'abord, moins compliqué, il y a environ 1100 postes politiques, on voudrait réduire ça jusqu'à 600 et aussi une organisation plus efficace qui veut dire on voudrait fusionner toutes les communes, les 19 communes avec la région et avec ça on aura une gestion de Bruxelles plus efficace, plus forte et alors je me demande comme bruxellois, qui peut être contre une gestion de Bruxelles plus forte et plus efficace? J'en connais un, à mon avis, qui est contre votre projet. Je ne sais pas s'il est contre l'efficacité. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il faut que Bruxelles soit enfin efficace et qu'elle ne l'est pas aujourd'hui? Moi, je crois qu'en fait, la meilleure réponse qui a été donnée à la NVA, c'est comme l'ont dit vos chroniqueurs, c'est le côté festif. C'est près de 120 000 Bruxellois qui étaient dans la rue et qui ont affirmé leur identité du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils sont bruxellois. Alors, le discours de la NVA, il n'est pas neuf. C'est un discours qu'on entend depuis plusieurs années. J'ai envie de dire, pour exactement être dans la même lignée, ne tombons pas dans le piège. Concentrons-nous sur les défis, sur les réalités d'aujourd'hui, sur le fait qu'aujourd'hui, Bruxelles existe. C'est une région qui travaille. C'est des institutions qui fonctionnent. Et d'ailleurs, si elles ne fonctionnaient pas, M. Van den Dries ne serait pas député au Parlement bruxellois, il ne se présenterait pas comme tel et il ne pourrait pas en même temps faire valoir des choses que lui estime, comme il le fait aujourd'hui, être critique, j'ai envie de dire. On va lui demander, Johan van den Dries, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui ne fonctionne pas et qui pourrait mieux fonctionner? Eh bien, par exemple, la réalité, cette semaine-ci, environ, entre autres, le système, la gestion du parking, il y a 19 systèmes différents à Bruxelles. Les gens qui utilisent les parkings, les places de parking, ils ont partout des problèmes. Deuxièmement, nouveauté d'hier, le maximum de vitesse dans le tunnel sera boycotté par le bourgmestre de Koekelberg. Ce sont typiquement des choses, et ça arrive plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est synonyme de mauvais fonctionnement ou c'est synonyme de démocratie, finalement? Mais je me demande quel est l'avantage pour le Bruxellois d'avoir 19 systèmes différents de parking. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est en voie d'être résolu. Oui, puisque normalement, les 19 systèmes passent au niveau régional. Alors c'est vrai que ça prend du temps, mais donc la région est consciente de ce problème-là. Oui, mais la région n'a pas les moyens. Moi, je suis pour une région très forte. Je me demande pourquoi les autres partis politiques, surtout au niveau francophone, ne me soutiennent pas. Parce que moi, je suis pour une gestion efficace et forte. Et avec les 19 communes, les 19 bourgmestres, ça ne fonctionne pas. Tout le monde voit ça. Ridwan Chahid, votre réponse? Le problème, il est là. C'est qu'en fait, quand on ne connaît pas la réalité bruxelloise, on ne peut pas parler de dossiers qu'on ne connaît pas. Et moi, je vais vous prendre un exemple concret. Quand la régionalisation de la mobilité du stationnement se met en place, Evere est la première commune qui dit « chiche, nous transférons toutes nos compétences, le stationnement, le plan d'action, vous le faites et nous l'approuverons ». On le soumettra à l'enquête publique, il n'y a pas de problème. La région doit effectivement avoir une vue sur ce que fait Evere et les alentours autour d'Evere. Ça a un sens, puisque un Everois qui habite dans une rue qui est à la limite entre Evere et Schaerbeek doit avoir la même carte de stationnement que si... bon. Nous avons confié cette mission à l'agence de stationnement, donc régionale, en septembre 2014. À l'heure où je vous parle, je vais seulement pouvoir commencer la consultation publique à partir du 20 mai. C'est-à-dire presque 3 ans plus tard, pour une compétence qui a été confiée à la région. Alors,
Oui, mais c'est à cause de la région que ça ne fonctionne pas ou c'est à cause des 19 communes? Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des complexités, elles ne sont pas forcément du fait qu'il y ait 19 communes. Il y a des complexités dans les dossiers, dans le fait qu'il y a des formules que nous avons mis en place, qui sont des formules belges, qui sont la démocratie participative, qu'il faut consulter plusieurs acteurs. Alors on peut réduire le temps de discussion, le temps des négociations, de concertation. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est le principe même de la participation avec les autres institutions. Est-ce que vous voulez réduire la participation, Johan van den Dries? Pas du tout. Mais est-ce que à Paris, à Londres, à Amsterdam, Anvers, vous croyez qu'ils vont prendre 4 ans, parce qu'on vient de commencer, 4 ans pour harmoniser ce genre de problème? Et ce qui est important pour le futur, les pays vont devenir de moins en moins importantes. Je dirais, la concurrence internationale a lieu entre les villes, entre les grandes villes. Ce qui veut dire qu'on est en compétition avec Paris, avec Londres, avec Francfort, avec Amsterdam. Mais on n'a pas les moyens parce que Bruxelles est mal organisée. Mais maintenant qu'on fait des opérations d'image, par exemple, pour mieux vendre Bruxelles avec les Schtroumpfs et autres idées, c'est plutôt positif. Là, vous devriez être d'accord là-dessus. En théorie, c'est positif. Et comme bruxellois, parce que je suis bruxellois, né Bruxelles, je suis un vrai bruxellois, étudié à Bruxelles, travaillé à Bruxelles, donc je connais vraiment les avantages, mais aussi les désavantages de Bruxelles. En ce qui concerne, je dirais, ce système ou l'approche d'image de marque et tout ce qu'on va investir, les spécialistes, moi je ne suis pas un spécialiste au niveau d'image de marque, mais les experts au niveau d'image de marque disent qu'il faut d'abord faire son travail avant qu'on commence ce genre de marketing. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, si on voit les enquêtes auprès des touristes, quels sont leurs problèmes? Grand problème, propreté. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec ça? Entre autres, les toilettes publiques. Il n'y a presque pas de toilettes publiques comparées avec d'autres grandes villes. C'est quelque chose qu'il faut faire. Deuxième problème, mobilité. Problème de parking. Problème de transport public. Problème de le Pentagone. Troisième problème, langue. Malheureusement, je ne parle pas des services officiels, mais les touristes étrangers qui ne viennent pas de la France, ils ont un problème à cause du manque de langue vis-à-vis, par exemple, les taxis, par les restaurants, par la police, entre autres, langue anglaise. Ridwan Chahid, là, c'est quand même une attaque en règle contre ce qui se passe à Bruxelles, sur la mobilité, sur la propreté. Je pense que justement, ce qui gêne la NVA, c'est que ça fonctionne à Bruxelles. C'est qu'il y a des choses qui sortent de terre et que des dossiers avancent. Alors, personne ne contestera qu'effectivement, au niveau des procédures, il y a peut-être à améliorer un certain nombre de choses pour que ça aille plus vite. Ça, personne ne le conteste. Le fait qu'il faut aller vers la réduction du nombre d'élus, ce n'est pas un scoop. Rudy Vervoort a annoncé qu'il voulait revoir le nombre d'élus locaux, diminuer le nombre des collèges et diminuer le nombre de députés bruxellois. Il n'y a rien de neuf. Je pense juste seulement, et je le pense sincèrement, qu'une fois que Bruxelles fonctionne, ça gêne une partie du pays et donc on revient avec les anciens discours, on revient avec la congestion et on essaye de nous infantiliser. Mais ça ne marchera pas. Je pense que les Bruxellois aujourd'hui sont plus que jamais affirmés. Alors vous êtes bruxellois, Johan van den Dries, vous l'avez dit, et pourtant vous trouvez qu'un meilleur moyen serait une cogestion Wallonie-Flandre plutôt que les Bruxellois qui géreraient eux-mêmes leur propre région. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec ce que vous dites qu'il faudrait plutôt fusionner les 19 communes et donner de la force à la région? Eh bien, je dois dire qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit dans la presse. Parce que notre proposition en ce qui concerne le confédéralisme, naturellement, il faut, entre autres, avec le choix des Bruxellois et la structure, il faut cadrer ça dans le cadre du confédéralisme. Notre point de vue, c'est que ce pays a 2 démocraties, non seulement au niveau d'opinion publique, mais aussi au niveau du socio-économique. Les points de vue sont quand même au moins différentes.
pour ne pas dire opposés. Et donc, notre confédéralisme, le point de départ, ce sont la Flandre et la Wallonie qui décident ce qu'ils vont encore faire ensemble. Sans demander aux Bruxellois. Oui. Pour Bruxelles, naturellement, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Répondez-nous sur Bruxelles. Qu'est-ce qui va se passer pour Bruxelles dans votre plan? Dans le cadre de la confédéralisme, pour Bruxelles, il faut naturellement solutionner Bruxelles. En demandant aux Bruxellois ou pas? Ou c'est les Flamands et les Wallons qui vont décider? Non, les Bruxellois peuvent décider, naturellement. Okay. Doivent ou peuvent? Doivent. Je ne vais pas obliger quelqu'un de donner un conseil ou de donner son avis. Mais sur la cogestion, parce que c'était ça la question, est-ce qu'il faut plutôt une cogestion ou plutôt une autonomie? L'autonomie dans nos propositions au niveau de la région sera plus grande qu'à l'heure actuelle. Plus grande. Ah. La seule chose qui est différente, ce que j'ai dit aussi à l'époque et qui est mentionné dans nos plans, c'est que en ce qui concerne le rôle de capitale du pays, c'est quand même logique qu'en ce qui concerne cet aspect-là, que la Flandre et la Wallonie ont aussi un mot à dire. Ça, je trouve logique. Et c'est dans le monde entier, au niveau de la capitale et son rôle, que le reste du pays a son mot à dire. Ça, c'est une chose. En fait, on utilise l'image de marque de Bruxelles pour les deux autres régions. Ils vont vendre la Belgique avec notre région. Ils vont essayer de se développer sur notre dos, sur le dos des Bruxellois. Et nous, on doit leur dire merci. Ça, jamais. Il n'en sera jamais question avec les socialistes qui se sont battus pour la création de cette région, qui se sont battus en 2010 pour un financement juste de Bruxelles. Jamais il n'en sera question avec nous au pouvoir, que les choses soient claires. Johan van den Dries, la discussion est intéressante parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir les points de vue différents comme ça. Moi, ce qui me semblait intéressant aussi peut-être à relever, parce que vous avez dit notre pays c'est deux démocraties, avec des avis différents, Wallonie, en Flandre, et vous avez certainement raison là-dessus. Mais parfois on se rend compte ici dans cette émission qu'il y a un troisième avis, c'est l'avis de Bruxelles. On va parler tout à l'heure de l'abattage rituel, on se rendra compte que l'avis n'est pas le même à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre. Donc peut-être dire qu'il n'y a que deux avis, c'est peut-être un peu restrictif. De nouveau, vous êtes bruxellois, on pourrait dire qu'il y a trois avis. Oui, mais il faut être deux ou peut-être trois pour faire du tango. Oui. Donc, ce que je veux dire, le problème primordial commence... S'il vous plaît? Il vaut mieux être deux pour faire du tango. Pour un bon tango. Vous avez raison, mais Bruxelles, naturellement, est toujours un peu spécial. Oui. Le point de départ, c'est qu'il y a un problème entre la Wallonie et la France. La Flandre. Donc, pour Bruxelles, il n'y a pas 20 solutions. Donc, il faut trouver naturellement une structure dans laquelle Bruxelles sait jouer son rôle et sait survivre dans ce nouveau contexte. Et c'est pour ça qu'on a proposé certaines idées, comme le choix des Bruxellois. Très bien. Ridouane Chahid, je vais vous laisser encore répondre. Pour nous, il n'y a pas deux démocraties. Pour nous, il y a un pays avec une démocratie et avec trois régions où effectivement les sensibilités sont différentes. La Flandre s'est battue pendant plusieurs années pour avoir des régions fortes, autonomes et qui puissent avoir un certain nombre de compétences pour décider elles-mêmes. Eh bien, laissons les régions décider pour elles-mêmes, avancer sur certains dossiers qui sont des dossiers emblématiques et dont les Bruxellois n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les résolve. Et donc la région bruxelloise avance aussi, et on va en parler dans notre deuxième sujet, parce qu'on va parler des taxis, où là, parfois, il y a certains jours, ça n'avance pas. C'était le cas mardi. Je vous propose de revoir ces images. Si vous étiez bloqué dans la circulation, vous les avez vécues vous-même. Les taxis, ce jour-là, n'ont pas franchement amélioré l'image de Bruxelles, mais ils sont en guerre contre le plan taxi. Et je vous propose d'écouter un des responsables de ces taximens qui explique pourquoi ils ont eu ce coup de colère mardi dans la rue. Non seulement c'est un plan mortifère pour la profession, mais en plus l'administration se permet de nous mettre devant le fait accompli en nous faisant sous-entendre que de toute façon il passera. On se pose des questions sur le fonctionnement, donc soit ils savent des choses que les autres ne savent pas, soit
le vote du Parlement n'a pas de valeur. On se pose des questions, on est là pour comprendre, on est là pour avoir des explications. Alors ce plan taxi de Pascal Smet, Mehmet Koksal, c'est réussi ou c'est pas réussi? En tout cas, c'est pas encore fait. En tout cas, le plan taxi est un sujet qui a été depuis longtemps débattu. Pascal Smet propose des réformes qui ont déjà été préparées en amont par Brigitte Grauwels. On va voir ce que ça va donner, mais les taxis sont depuis plusieurs années sous pression, sous la pression des autorités, mais aussi des nouvelles formes de taxis. Donc, je pense à Uber ou des sociétés collaboratives de ce genre-là. Donc, ce n'est pas nouveau qu'ils manifestent. Et s'ils manifestent, c'est que on touche leur gagne-pain et ils veulent justement le défendre, quoi. Ça, il y a aussi le côté des consommateurs qui ont envie d'avoir de bons services de taxi aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de critiques à avoir sur les taxis à Bruxelles. Ça, je partage. Nicolas Roisin. Il y a une différence aussi entre les taximens et la fédération des taximens. Quand on discute avec des taximens, ce qui n'a pas été mon cas, mais bon, on a lu à un moment donné quand même des gens qui anonymement expliquaient un peu quelle était leur situation et qui disaient que le plan taxi était le bienvenu, mais que malheureusement ils avaient du mal à le dire parce que la fédération est bien trop puissante. Aujourd'hui, il y a toute une série de licences qui sont cessibles et qu'elle peut accumuler, alors que demain le plan va changer ça. Donc il y a aussi une différence entre le pauvre petit taximan qui gagne pas grand-chose et qui lui va peut-être avoir un vrai statut, et les fédérations qui, elles, gagnent beaucoup plus d'argent et qui risquent d'en perdre beaucoup demain. Alors Redouane Chahid, c'est le plan du gouvernement bruxellois. On sait que le PS a un peu mis du temps avant d'arriver à accepter un plan taxi. Est-ce que c'est le bon plan cette fois-ci? Tout d'abord, par rapport à ce coup de colère, moi je le comprends, dans la mesure où à l'heure actuelle, ni le gouvernement ni le Parlement ne s'est prononcé sur ce plan et que l'administration a maladroitement annoncé sur un site qu'il ne fallait déjà plus faire de demande d'autorisation puisque un nouveau plan était en route. Donc ça, erreur de l'administration. Ici, il y a une maladresse claire de Bruxelles Mobilité dans cette opération-là. 2, pour nous, que les choses soient claires. Si ce plan a pour objectif de tuer le secteur du taxi, ça sera sans les socialistes. Nous voulons un plan de taxi. Nous voulons un plan qui soit moderne. Nous voulons un plan qui puisse redéployer le secteur du taxi et apporter un certain nombre de réponses qui aujourd'hui ne sont pas forcément données par le secteur du taxi. Donc il faut le moderniser, il faut le rendre plus transparent, il faut qu'il rentre dans l'ère technologique d'aujourd'hui, ça c'est incontestable. Et puis il faut pouvoir redonner la place à chaque acteur. Et une autre chose, parce que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de critiques par rapport à tout ce qu'on met en place pour détruire la notion de salariat, il est clair que pour nous, la notion de salariat ne doit pas être retirée de ce plan, elle doit être maintenue et on ne peut pas interdire à qui que ce soit d'entreprendre ou d'avoir des collaborateurs pour entreprendre une entreprise à Bruxelles, au contraire. Et vous, Johan van den Dries, que pensez-vous de ce plan? Eh bien, d'abord, je voudrais dire que la réaction des taximens est, je trouve ça très déployable. Parce que ces images ont, je dirais, été montrées dans le reste du monde. Et on a bien à faire commencer des actions d'image de marque, et ça fait beaucoup de mal. Donc je peux comprendre qu'il y a une frustration, je peux comprendre qu'il y a des soucis, mais bloquer de cette façon la vie quotidienne et économique de la ville, je trouve ça pas raisonnable. Ce qui est important pour nous, parce qu'en effet tout évolue et il faut être moderne, et on ne sait pas, je dirais, arrêter l'évolution. Ce qui est important pour nous, c'est que les règles du jeu, si les circonstances sont comparables, les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est très important. Ce qui est aussi important, c'est que la qualité augmente, mais aussi que au niveau de sécurité, qu'il y a plus de sécurité. Et l'approche de donner des licences à une personne au lieu d'une voiture, je trouve ça une bonne chose. Donc vous êtes plutôt tous les deux, vous voterez peut-être tous les deux le plan taxi. Avec peut-être des amendements, ça et là. J'ai fait avouer que je n'ai pas encore vu ce plan. Non, même M. Chahid, non. En ce qui nous concerne, si nous devions voter, nous apporterons un certain nombre d'amendements pour rassurer le secteur, puisque, je le redis, notre objectif n'est pas de tuer le secteur du taxi à Bruxelles.
Quels seraient ces amendements je viens de les sur le salariat, sur le salariat. Oui, on peut pas. Le salariat n'est pas menacé d'après le plan. Mais il est dedans, il est prévu dedans. Par contre, il y a par exemple une problématique que les chauffeurs de taxi dénoncent, c'est qu'il y a aujourd'hui 660 indépendants chauffeurs de taxi qui ont une voiture de taxi, qui sont patrons eux-mêmes et qui sont uniques salariés eux-mêmes. Oui. Le jour où ils sont malades, puisque demain, cette licence ne sera plus une licence de véhicule, ce sera une licence axée sur le chauffeur. Le jour où ce chauffeur est malade, il a une famille, il a des enfants, comment est-ce qu'il fait pour subvenir à ses besoins s'il ne roule pas? Donc ça, ce sont toutes des questions de protection par rapport au statut du chauffeur que nous devons résoudre. Vous parlez de coopérative, de la possibilité de se mettre avec plusieurs chauffeurs et des voitures, parce que déjà maintenant, évidemment, plusieurs chauffeurs roulent en effet sur une voiture qui a une licence. Sauf qu'à l'heure actuelle, le système de coopérative n'est pas encore vraiment reconnu par la sécurité sociale et donc ne pourrait pas donner des garanties en matière de soins de santé à un chauffeur qui n'exerce plus son activité. Donc il y aura encore des débats. Mais M. Coxal, vous vouliez pointer aussi le fait qu'au niveau juridique, pour Uber, les choses avaient changé aussi. Les choses avaient changé cette semaine, puisque la Cour de justice des communautés européennes en tout cas le procureur a émis un avis qui dit que Uber doit être considéré comme une société de transport et pas comme une plateforme collaborative fournissant des services. Donc ça va aussi changer la donne pour Uber, mais Uber attendra encore, ils ont annoncé la décision finale, l'arrêt de la Cour avant de changer les règles du jeu. Ça va apparemment dans la ligne du plan taxi, en tout cas ce qu'on en sait, puisque là aussi ils sont mis au même niveau que les autres entreprises. 500 licences en plus dans le nouveau plan, qui sont pas de 1300 à 1800, qui sont 500 licences normalement pour des chauffeurs Uber. Mais ce qui est vrai, c'est dans ce que dit Ridouane Chahid, c'est aujourd'hui une licence, parfois c'était 2 chauffeurs, 12 heures l'un, 12 heures l'autre, ou même 3 chauffeurs. Demain, si c'est une licence, une personne, ça fera sans doute moins de chauffeurs. Mais on en reparlera certainement à une autre occasion. Je voudrais parler maintenant du commerce, parce que le commerce à Bruxelles, c'est aussi un élément très important et la situation n'est pas toujours rose. Il y a de belles initiatives comme celle de Open Soon, reportage de Marie-Noël Dinan et Frédéric Dehaenaut. L'impatience se lit sur le visage de Cécile et Candice. Bientôt, elles ouvriront leur magasin de donuts, chaussée de Charleroi. Mais avant de se lancer, elles ont intégré le projet Open Soon d'Atrium Brussels. Il fallait quelqu'un qui avait un répertoire d'adresses et qui savait nous aider par rapport à nous implanter sur un rez-de-chaussée commercial, qui avait déjà toutes ces autorisations, etc. Être soutenu dans ses premiers investissements, c'est minimiser le risque de fermeture la première année. Henri a lui aussi intégré le programme Open Soon et c'est serein qu'il se concentre sur le lancement de son bar à vin, ouvert il y a 6 mois, chaussée d'Ixelles. Plus qu'un comptable qui est au demeurant très sympathique, mais là on rentre plus vraiment sur les lignes de marge, de concept, de décoration, de ce qui peut se faire et puis on décortique vraiment notre projet. Et ça c'est vraiment chouette. L'an dernier, 30 nouveaux commerces au concept audacieux ont ouvert leurs portes à Bruxelles. Certains ont fermé aussi. Mais Atrium, chiffre à l'appui, est convaincu que le programme Open Soon change la donne. À l'échelle fédérale, où là on sait que la 4e année, c'est 25% de fermeture. Donc ça c'est donc un commerce sur 4 qui ferme au bout de la 4e année. Les commerçants qui ont été accompagnés par Open Soon, il n'y en a que 12% qui ferment, donc moitié moins. Donc la rotation et la fermeture, elle est naturelle dans le milieu du commerce. Mais là, on est très satisfait de se dire qu'un commerçant va avoir 2 fois plus de chances d'atteindre la 4e année parce qu'il aura été accompagné par Atrium. Un travail qui se poursuit puisque le ministre bruxellois de l'économie vient d'annoncer la mise à disposition de 350 000 € pour lancer une nouvelle édition Open Soon. Alors Nicolas Roisin, c'est peut-être une fenêtre d'optimisme au sein des commerces. Moi je trouve ça génial parce qu'effectivement des gens qui ont envie d'entreprendre, d'abord c'est rare en Belgique, même s'il y en a de temps en temps et il y a de plus en plus d'indépendants. Mais si on compare par exemple, il y a un chiffre qui m'a interpellé il n'y a pas tellement longtemps. Aux États-Unis, on a demandé aux élèves qui étaient en 5e et en terminale à combien de pourcents vous voudriez pouvoir investir et créer votre propre société. 80% ont envie de se lancer dans le business. En Belgique, on est entre 15 et 17%. Donc si on peut à un moment donné donner par ce genre d'image l'envie d'entreprendre davantage parce que les gens n'auront plus finalement peur d'être en insécurité, moi je trouve ça génial. Et puis les chiffres, on a dit 350 000 €, c'est quand même énorme. Et alors un commerce sur 4 normalement au bout de 4 ans qui se ferme et ici c'est 10% seulement. Et puis Pauline de Glume, c'est des commerces un peu particuliers, tous ces commerces. J'aime bien le mot audacieux qu'ils ont pris
ces subsides pour désigner les commerces. Et ce qu'on remarque maintenant, il y a plein de trucs qui ouvrent avec des concepts hyper particuliers, hyper pointus. On le voyait dans le reportage, ils montrent Coco Donuts, ben voilà, c'est que des donuts, c'est du monoproduit, donc c'est vraiment des gens qui spécialisent dans un produit pour le développer. Et je pense que ça plaît et qu'en effet, il faut vraiment encourager ces commerces-là et aller vers vraiment offrir aux clients aussi même une expérience, une impression qu'il vit un truc en particulier. On le voit avec des commerces comme Cook & Book, même si c'est plus vieux. Je veux dire, là où les librairies vont mal, il y a aussi de la restauration, tout ça, et les gens adorent aller passer. Et c'est mieux que l'e-commerce, en fait, c'est ça aussi. Ouais. Ouais. Mehmet Koksal. Un petit commentaire sur la 4e année, c'est très important. Ayant été longtemps indépendant aussi moi-même comme journaliste, en fait ce qui se passe c'est que quand vous commencez un commerce, pendant 3 années les administrations fiscales et tout vous laissent un peu tranquille, nager. 4e année vient la douloureuse, boum, et là comme si vous n'avez pas mis de côté, et c'est là que votre commerce se met à mal. Et donc c'est le moment de vérité. C'est pour ça que OpenSoon qui vous coach de manière régulière vous allume des feux rouges, orange en disant attention il faut mettre de côté, attention les charges sociales et tout. Ça peut permettre évidemment d'éviter les faillites à la 4e année, donc ça marche. Que dit l'homme de l'opposition, Johan van den Dries? D'abord, je dirais ce genre de commerce et d'initiative, je trouve ça très important pour Bruxelles, et ça c'est juste entre autres un exemple où c'est typique pour Bruxelles et ça rend la vie à Bruxelles plus gai, plus intéressante, donc ça fait vraiment partie, je dirais, de l'identité de Bruxelles. Donc, et l'idée de l'assistance, je trouve très bon. Mais j'ai quand même quelques petites remarques. Churchill disait, je crois uniquement mes propres statistiques, et je crois ici c'est un peu le cas aussi parce que les statistiques d'Atrium sont bonnes, mais ils font d'abord une sélection. Oui. Donc c'est normal si on fait d'abord une sélection que les statistiques sont mieux. Deuxième petite remarque, je trouve l'assistance très importante, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord avec, je dirais, des initiatives privées, les associations professionnelles qui ont beaucoup d'expérience, et on pourrait probablement mieux travailler ensemble, ce qui va aider la continuité après la période de 4 ans, parce qu'après 4 ans, c'est aussi important. Ridwan Chahid. Moi, je trouve effectivement que c'est une excellente opération. Je pense que même si les statistiques sont ce qu'elles sont, si ça peut permettre d'inciter encore plus à l'entrepreneuriat, pourquoi pas? Avançons, mettons encore plus de moyens. Moi, je resterai plutôt sur le volet public. Maintenant, s'il y a un partenariat public-privé qui peut s'installer pour le coaching du suivi de l'entrepreneuriat, oui, avançons. Mais je crois que l'idée ici est excellente. Elle donne une bonne image, une image qu'on n'a pas connue bonne ces derniers mois. Donc ne boudons pas notre plaisir. Moi, je ne boude pas mon plaisir de vous voir tous les deux d'accord quand même sur un sujet. Deux sujets. Ouais, en tout cas, sur l'OpenSoon. Sur le plan taxi, c'était un peu moins clair. En tout cas, sur OpenSoon, c'est clair. On vient maintenant à notre rubrique tête d'affiche, c'est-à-dire, je vais vous proposer une espèce de pause visuelle. Je vais vous présenter 4 visages de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine, à chacun. À vous de choisir celui qui vous inspire. Et on va commencer par vous, Ridwan Chahid. On va vous présenter tout d'abord Benoît Ellings, qui remplacera Marine Hagy comme tête de liste aux communales bruxelloises, puis James Comey, le patron du FBI, viré par Donald Trump, Brigitte Macron, la première dame, adorée ou critiquée, et enfin Emma, la présentatrice virtuelle de la météo sur BX1 depuis lundi. Alors, Emma. Mais c'est gentil de choisir notre présentatrice. Je trouve ça génial. Allez-y, expliquez-vous. Je trouve ce concept génial. En plus, j'ai suivi un peu la conférence de presse. J'ai cru comprendre que vous étiez les premiers en Europe peut-être à développer peut-être même dans le monde, à faire une météo animée. Voilà, je trouve franchement le concept super et j'espère que ça va prendre. Eh bien, on vous réinvitera, vous. Et vous, Johan van den Dries, je vais vous présenter aussi 4 visages. Johan van Overtveld, vous le connaissez, le ministre des Finances, qui vend des parts de BNP. Valérie Gerings, la nouvelle candidate bourgmestre de Linkebeek, si Madame Omance le veut. Patrick Charlier, le patron de Unia,
Dunia, qui fête ses 10 ans à chasser les discriminations. Et enfin, Juri Tielemans, l'Anderlechtois soulier d'ébène. Qui choisissez-vous, Jan van den Dries? Donc, il y a le ministre des Finances, la future bourgmestre de Linkebeek, le patron Dunia ou le soulier d'ébène. Eh bien, je vais pour Juri Tielemans. Oui. L'exemple d'un Bruxellois qui est tout à fait bilingue et qui sera connu dans le monde entier dans quelques années. Oui, je crois que vous avez raison. C'est vrai que ça va être un très très grand joueur et on espère qu'ils vont battre Bruges dimanche. Vous aussi, vous espérez ça? Vous êtes supporter d'Anderlecht ou d'un autre club? D'un autre club. Lequel? Vous pouvez le dire. Non, je ne vais pas le dire pour mes enfants. Comme... pour vos enfants. Et vous, Ridwan Chaïd, vous êtes plutôt Anderlechtois, Saint-Gillois, Hérué-des-Mois? Allez, si je devais faire une priorité, ce serait d'abord l'Union Saint-Gilloise. Ouais. Ah oui, vous avez raison. Voilà, encore un point sur lequel vous êtes d'accord. Alors, on va rester dans des problèmes bruxellois difficiles à trancher, avec celui de l'abattage avec étourdissement, qui va être obligatoire en 2019 en Wallonie et en Flandre. Mais chez nous, reportage cette semaine, au moment où on en a parlé au Parlement bruxellois, avec Michel Guéhière et Thierry Duboquet. Après la Flandre et la Wallonie, Bruxelles va-t-elle interdire l'abattage animal sans étourdissement? Ce mardi, en commission du Parlement, le débat est reporté. La NVA, à l'initiative, fait mine de s'en étonner. Ici, il s'agit simplement de respecter la réglementation européenne sur les abattages rituels. Une réglementation européenne que Bruxelles n'applique pas encore. Dans la majorité, on se défend de tout communautarisme. On évoque des arguments juridiques. Il faut impérativement respecter les droits fondamentaux des communautés religieuses. Et surtout ne pas opposer ces droits-là au bien-être animal. Parce que le débat, comme j'ai pu le suivre en Wallonie et en Flandre, a pris des tournures où finalement on a mis en avant le droit du bien-être des animaux en créant une opposition avec les cultes, avec tous les débats et les crispations que ça provoque. Juridiquement, ça n'est pas si simple. Le Conseil de justice européenne l'a dit. Donc, là-dessus, il est important de trouver un équilibre et surtout d'écouter les uns et les autres et de faire attention de ne pas heurter les sensibilités, notamment des communautés religieuses. Imposer l'étourdissement, l'idée convainc pourtant Bianca de Batz, mais c'est à titre personnel. Je suis toujours dans l'idée de trouver un compromis. Je pense que c'est un modèle et un mot typiquement bruxellois, le compromis. Donc maintenant, il faut travailler sereinement au gouvernement et bien sûr aussi continuer le dialogue avec les deux communautés religieuses qui sont concernées. La secrétaire d'État promet un texte de compromis dans quelques jours, au plus tard quelques semaines. Ce sera donc avant la prochaine fête musulmane du sacrifice, début septembre. Pauline de Glume, vous vouliez intervenir? Oui, on a beaucoup entendu sur cette question. Voilà, une nouvelle fois, Bruxelles serait en retard sur les deux autres régions. Moi, je trouve qu'on peut poser la question autrement. Est-ce que c'était vraiment une question qui est prioritaire? Moi, je suis très sensible à la cause animale. Je suis d'ailleurs végétarienne, mais je ne comprends pas ce focus sur l'abattage rituel. Si on se soucie du bien-être animal, il faut une réflexion profonde, globale sur ce qui se passe dans les abattoirs. Et en se focalisant là-dessus, mais qu'est-ce qu'on stigmatise? Qu'est-ce qu'on associe vraiment le culte, les religions à la barbarie, comme on entend. Et ça, moi, ça me gêne. Maintenant, c'est vrai que les deux autres régions l'ont fait, elles ont avancé, donc il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on veut que le seul abattoir en région bruxelloise devienne le réceptacle de tous les abattages rituels du pays, des choses. Donc il y a des questions qui se posent, il faudra sans doute avancer d'une certaine manière, mais pour moi, ce n'était pas une question prioritaire. Je ne trouve pas que Bruxelles est en retard. Mehmet Koksal. Oui, en tant que végétarien aussi, j'ai un avis contraire à celui de Pauline. Je m'excuse. Je suis plutôt pour le bien-être animal et je trouve que le Bruxelles est en retard par rapport aux deux autres régions. Je trouve que Bruxelles donne une mauvaise image par rapport à ce qui se fait en Europe. Et je trouve que Bruxelles devrait rapidement corriger le tir et prendre le pas et avoir une... Comme ça, on a un pays qui soit d'accord dans les trois régions pour protéger le bien-être animal. Bien entendu, ça doit se faire en concertation avec les cultes. Bien entendu, il faut un accord. Et c'est pas aussi simple que ça sur le plan juridique parce qu'il y a effectivement des arrêts de la Cour européenne. C'était dit. Ridwan Chaïd, oui, allez-y. Bien sûr. Le scoop, c'est qu'on a deux personnes sur le plateau qui sont végétariennes. Non, mais ils l'avaient déjà dit, ils avaient déjà fait leur coming out lors d'une précédente émission. Ensuite, je suis vraiment dans la philosophie qui a été dite dans votre reportage, c'est qu'on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre où la Constitution garantit la liberté religieuse, opposer le bien-être animal
à la liberté de culte et religieuse. Donc les Flamands et les Wallons ont tort. Alors, non, attendez. Mais, surtout les Wallons. Mais, comme l'a dit Mme de Glune, je pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion. Si on se soucie vraiment du bien-être animal, ce que je peux comprendre, mais vraiment, c'est-à-dire s'occuper de la question de l'animal du début de la chaîne jusqu'à la fin, alors déposons une proposition qui va vers l'interdiction de l'abattage, tout simplement. Et ne commençons pas à faire de la stigmatisation et commencer à pointer du doigt une communauté d'un côté, une communauté de l'autre, pour encore une fois aller chercher des voies là où on pense qu'on peut aller les chercher, et pour encore une fois créer une sorte de malaise au sein de la population et de monter les uns contre les autres. En plus, Bruxelles n'est pas en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs, tout simplement parce que la Wallonie a décidé que son décret rentrerait en vigueur en 2019, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a le Conseil d'État qui va peut-être s'exprimer sur le décret, et peut-être qu'il aura des remarques qui sont très claires, puisque la section législation du Conseil d'État avait déjà remis un premier avis qui n'était pas très bon. Hein, les communautés religieuses auront peut-être le temps aussi de s'adapter. Voilà. Et donc poursuivons le dialogue pour éviter la stigmatisation. Jan van den Dries. Eh bien, naturellement, il faut trouver une solution, et je suis partisan d'une concertation et du dialogue, mais pour moi, Bruxelles est en retard. En plus, je ne crois pas que la liberté de religion est plus importante que la législation belge ou européenne ou nos normes et valeurs. Il y a la Constitution. Nicolas Roy, c'est interdit par l'Europe. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et moi, je partage pas du tout les idées de la NVA, qu'on s'entende bien, mais en tout cas ce que vous venez de dire. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans d'autres pays, ça se fait. Au Danemark, ça se fait. Il y a même des pays musulmans où ça se fait avec étourdissement. Donc pourquoi est-ce qu'en Belgique, une fois de plus, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient et c'est un sujet sensible, et j'en conviens tout à fait, on parle de stigmatisation, etc. Il y a une loi, on fait appliquer la loi. On parle de stigmatisation parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont aller dire que ça c'est cruel, mais qui n'ont aucun problème à bouffer du foie gras toute l'année. Et désolé, enfin, c'est quand même un double discours sur la question qui est dingue. Mais c'est pas ce dont on parle ici. On parle de l'étourdissement ici par rapport à un abattage. Non, mais moi quand je dis que moi je parle pas des lois, mais quand il y a un malaise, c'est ça, c'est cette différence. Ça peut pas être une excuse. Voilà. Quand on parle du bien-être animal, on doit alors parler. Quand on parle du bien-être animal, on doit parler du bien-être animal de manière générale. Ça c'est un. Deux, vous parlez de plusieurs autres des autres pays. Je signale quand même que dans ce pays, il y a une constitution que, jusqu'à preuve du contraire, on est censé la respecter, en tout cas nous, parlementaires. Tout le monde est censé la respecter. Non, puisque vous dites pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les directives européennes. On ne les suit pas tout simplement parce que la Constitution ne nous permet pas de le faire. Maintenant, la NVA est au pouvoir au niveau fédéral, à elle de revoir les articles qu'il faut, à elle de déposer les articles qu'il faut revoir. Vous allez nous supporter, c'est bien. Voilà. Mais Ridwan Chahid, on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet-là depuis si longtemps. Ça fait maintenant quelques mois qu'on en parle, pas beaucoup plus. Et ici, est-ce qu'on ne se trompe pas finalement tous en disant il y a des sous-entendus derrière l'abattage avec étourdissement, alors que le problème, c'est peut-être juste, est-ce que ce ne serait pas plus, on va dire humain, mais moins cruel pour les animaux, de les étourdir juste avant qu'ils soient abattus, avant de penser aux sous-entendus des uns et des autres. Il y a beaucoup de sous-entendus, je trouve, dans ces affaires-là. À la fois d'islamophobes et à la fois de gens qui n'aiment pas les animaux. Et aussi sur l'argument courir derrière les voies, moi je sais pas, j'hallucine parce que qui court derrière les voies en essayant de freiner les choses. C'est parce que, et je comprends que les régions, et ça c'est un petit bémol, c'est que je comprends que les régions n'agissent pas de la même manière, puisque la concentration de la population musulmane est beaucoup plus forte à Bruxelles qu'elle ne l'est en Flandre ou en Wallonie. Donc c'est plus ça. Vous attaquez Ridwan Chahid en disant ça. Non, c'est-à-dire que vous dites les gens. On peut pas avoir des convictions. On peut avoir des convictions, mais je trouve qu'on peut pas dire vous courez derrière les voies, sachant que le poids des personnes pourquoi est-ce que la proposition qui est déposée ne consiste pas tout simplement à dire on interdit l'abattage de manière générale. Ça veut dire que tout le monde devient végétarien. Quand on dit, monsieur Coxal, allez, soyons un peu honnêtes entre nous, on ne va pas être hypocrite. Quand on dit qu'on veut interdire l'abattage rituel, qui est-ce qu'on vise ? On vise qui? Les catholiques? Non, on n'interdit pas l'abattage rituel. C'est pas ça qu'on dit. C'est l'étourdissement. Enfin, vous êtes en train de jouer sur les mots. Ça, c'est ce qu'on appelle être malhonnête intellectuellement. Parce que quand on dit
interdire l'abattage rituel, l'étourdissement ne fait pas partie. Non, il ne fait pas partie. Il fait pas partie. Vous le savez très bien. Et vous savez, quand vous pointez du doigt là-dessus, vous savez quelle communauté vous touchez. Mais c'est pas vrai, c'est de la victimisation. C'est pas vrai. C'est pour tous les abattages. C'est pas les rituels. C'est pas de la victimisation, monsieur. C'est pas que les. C'est une conviction. Non, vous avez votre conviction, j'ai la mienne. C'est une conviction, c'est pas de la victimisation. L'idée, c'est quand même qu'on a un débat entre politiques aussi. Dites un mot et Johan Van Dries conclura. Je ne vais pas vous obliger à manger du halal. Vous n'allez pas m'obliger à manger du porc. J'ai le droit de le faire. Eh bien voilà, c'est pas de la victimisation. Non, si, on parle très bien de ça. C'est une conviction. Soit c'est une conviction. Et aujourd'hui, à Bruxelles, il y a des gens, les électeurs, des Bruxellois qui votent et qui ont des convictions. Ils ont le droit aussi d'être entendus. Vous venez de dire des électeurs. C'est tout à fait louable. C'est super. C'est ce que Johan Van Dries. Comme moi. Eh bien, je crois que les spectateurs ont eu l'occasion d'avoir en ligne directe les discussions dans le gouvernement de la région sur ce sujet, avec cette discussion ici. De toute façon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que il n'y a pas de majorité pour l'instant même au sein de la majorité elle-même pour ce texte tel qu'il est. Donc, il va sans doute évoluer. On verra bien dans quel sens. Alors, dernier de nos sujets de la semaine, c'est d'aller voir chez nos voisins ce qui se passe. C'est suite et presque fin de cette saga incroyable des élections présidentielles françaises, puisqu'il y a encore les législatives qui arrivent. Donc, élection d'Emmanuel Macron. Les images dimanche soir au QG bruxellois, c'est un reportage de Nicolas Francom et de Michel Guéhière. Une explosion de joie sur le coup de 20h. Réunis dans le quartier européen, ces supporters d'Emmanuel Macron célèbrent la victoire sans appel de leur favori. Pour nous, Français en Belgique depuis 10 ans, Emmanuel Macron, c'est plus de social, plus de libéral. Et en plus, pour les gens de notre génération, c'est plus d'espoir. Donc on y croit. 88,5% des Français de Belgique ont voté Macron, 11,5% pour Marine Le Pen. Un score supérieur à celui de l'extrême droite belge francophone. C'est très inquiétant. Un de mes premiers moments politiques, c'était 2002, c'était le deuxième tour contre son père et voilà, il y avait une belle mobilisation à l'époque. On n'a pas retrouvé ça maintenant et je pense que c'est inquiétant, mais j'espère aussi que le projet d'En Marche va pouvoir nous permettre de reconquérir un peu ces gens-là. Et pour cause, 25% d'abstention, près de 9% de votes blancs ou nuls. Emmanuel Macron et ses supporters le savent. Pour remporter la bataille des élections législatives et décrocher une majorité parlementaire, il va encore falloir convaincre. Le pays entre enfin dans le 21e siècle avec une nouvelle offre politique, mais maintenant il va falloir construire la majorité à l'Assemblée, donc c'est une première étape. On est très heureux, mais il y a encore beaucoup de défis. Un scrutin législatif prévu mi-juin qui sera lui aussi suivi de près en Belgique. Voilà, donc ça c'était dimanche soir. Gabriel Lefebvre, est-ce que vous aussi vous avez été atteint par la macronite ? Certainement pas par une macronite aiguë, mais j'ai été extrêmement intéressé de voir que la population française s'est réintéressée à la politique au sens le plus noble du terme. Il y a eu une réconciliation manifestement des mouvements sociaux et citoyens qui sont très actifs, d'ailleurs plus chez nous d'ailleurs que même en France, mais après les indignés, les nuits debout, etc., on avait l'impression que les jeunes, cette population plus éduquée, plus universitaire, etc., se détournaient de la politique. Là, avec Macron, à savoir la lutte contre la lutte contre Le Pen, ça a réveillé ces personnes-là qui se sont dit, avec l'ouverture que Macron leur permet, entrer en politique et peut-être tenter de rénover un système qui est extrêmement bloqué. La France est un système terriblement bloqué. Nous avons un système complexe et un petit peu bizarre et incompréhensible pour les autres, mais eux, c'est un système extrêmement bloqué et hiérarchisé. Là, il y a une ouverture de liberté, de nouvelle citoyenneté. C'est extrêmement intéressant à suivre et la plupart, nous avons quand même notre petit cocorico, je le rappelle souvent, nous avons vécu cette grande alliance entre des mouvements sociaux et citoyens et des partis politiques au sein du gouvernement wallon et du Parlement wallon dans la révision du CETA, dans la négociation avec le CETA. Et c'était une grande première. C'était vraiment une grande première parce que là, ça se passait même au niveau européen.
puisque c'est une dimension qui est absolument incontournable et qui modèle tout notre vécu et toute notre vie politique, et bien là, nous avons réussi, nous avons quelque part montré un petit peu l'exemple à Macron, vive Magnette quelque part, parce qu'il pourrait servir un peu de modèle à Macron et au nouveau mouvement des Républicains en marche. Donc pour vous, Magnette c'est Macron et Macron c'est Magnette. Nicolas Rosin? Moi, je pense que pour Macron, c'est pas gagné. Donc il y a les législatives dans un mois, il y a 577 circonscriptions. Il a présenté vendredi midi au total 435 possibles et candidats. Donc il va déjà devoir remplir tout ça. Et puis alors il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas connus, puisque 50% de ces candidats sortent de la société civile. Or on sait, on a des professionnels entre guillemets de la politique autour de cette table, mais généralement il faut quand même un minimum d'aptitude pour pouvoir évoluer dans les couloirs du pouvoir. Et donc ça risque d'être compliqué pour avoir cette majorité présidentielle qui sera la condition sine qua non pour qu'il puisse à un moment donné appliquer son programme. Bon, on va demander l'avis de nos invités. Johan van den Dries, vous y croyez à cet effet Macron en France? Eh bien, en tout cas, ce qui s'est passé en France les derniers mois était intéressant aussi pour un politicien. C'était bien des cris à ce côté-là de la table, mais c'est quand même pas gagné pour Macron. Donc le défi est énorme et je crois qu'il faut rester pied sur terre et pas être trop euphorique parce que le travail ne va que commencer. Si il voudrait être, je dirais, s'il veut changer quelque chose en France, mais aussi s'il veut que la position de la France en Europe reçoit plus de poids, ce qui est vraiment important, c'est que l'économie va mieux et qu'il y aura beaucoup plus de jobs. Et la seule chose que je peux lui conseiller, c'est faire ça avec moins d'impôts, avec une réduction du coût salarial, avec une législation au niveau d'organisation de travail plus souple. Donc et ce qui veut dire, en deux mots, moins gauche, prendre le modèle du gouvernement, voilà, prendre le modèle du gouvernement Michel. Exactement. C'est ça. Ridwan Chahid, et vous, quel conseil à Emmanuel Macron qui nous regarde? On n'est pas sauvé s'il prend le modèle du gouvernement Michel, mais je pense que d'abord il faut souligner l'audace qu'il a eue et cette force qui lui a permis de percuter les clivages gauche-droite en France. Et de casser le Parti socialiste. Oui, de pouvoir à un moment donné déstabiliser des partis qui sont ancrés depuis plusieurs décennies. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est pas encore gagné. Et on voit en tout cas, de ce qui s'est dit encore ces derniers jours, qu'on revient vite aux petits arrangements politiques, puisque on a constaté que, pas plus tard qu'avant-hier, un de ses alliés, à savoir François Bayrou, regrettait le fait qu'il n'ait pas respecté son accord. Donc on sent bien qu'en fait le système est toujours le système, qu'il restera. Mais peut-être qu'il va changer grâce à son audace. C'est justement de ne pas respecter un accord politicien. Oui, peut-être. Mehmet Koksal, vous vouliez intervenir? Moi, je suis vraiment émerveillé par ce qui s'est passé en France et comment est-ce que les cartes ne sont jamais distribuées d'avance et que les citoyens peuvent vraiment changer la donne s'ils le veulent en se mobilisant. Et regardez, en un an, quelqu'un arrive à réussir et à bousiller tout ce qu'on connaissait sur la France. Et je souhaite qu'une chose, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, que la France redémarre, que la France soit gagnante, que la France soit dans le peloton de tête au niveau européen, parce que c'est aussi dans notre intérêt, nous les Belges, que la France fonctionne bien et que la croissance revienne en France. Parce que c'est un Européen convaincu. Oui, ça c'est vrai. Une petite question pour la route pour Johan van den Dries. Quand on parlait du débat ou du duel entre Macron et Le Pen, on a demandé à tous les partis ce qu'ils en pensaient. Et finalement, il n'y a que l'NVA qui ne voulait pas se positionner et le PTB. Hein. Et aujourd'hui, parce que tout le monde, on voit dans les partis francophones, tout le monde a l'air super Macron. Hein. CDH dit que Macron c'est eux, le MR dit que Macron c'est eux, parfois le PS aussi à certains moments. Donc, Johan van den Dries, quelle est votre position sur le positionnement politique de Macron? Eh bien, je vais donner ma position une fois que j'ai vu ce qu'il va faire. Donc, je ne sais pas. Donc, et je ne vais pas donner des commentaires sur un président d'un autre pays élu.
ça, c'est pas notre rôle. On pourrait donner des commentaires sur ce qui se passe. Et ça, on verra. Ouais. On peut comprendre cette réaction qui est logique parce qu'en fait, Macron est la dernière chance de la France. Si Macron ne réussit pas, c'est Le Pen qui sera présidente en 2022. C'est incontestable. Eh bien, on va passer maintenant au coup de cœur de notre émission. C'est un peu la fin de l'émission où on voit quand même, on vous donne des conseils. Et on va commencer par Pauline de Glum qui va vous donner un conseil de sortie pour demain dimanche. Hein, en espérant qu'il fasse beau. Oui. Mais donc, c'est les 120 ans de l'avenue de Tervuren. Et il y a souvent quand même beaucoup de monde pour une fête qui est assez simple. Sinon un peu dans le style braderie. Et alors ce que je trouvais rigolo, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais c'est quand ils ont fait le centenaire, c'est la reine Paola qui avait demandé au bourgmestre en fait de le faire chaque année. Et c'est pour ça que maintenant ils font chaque année l'anniversaire de l'avenue de Tervuren. Très bien. Mais Mehmet Koksal, sur l'avenue Tervuren, vous aviez quelque chose à Non, ajouter? j'ai pas de commentaire sur l'avenue Tervuren, pas du tout. Par contre, s'il fait mauvais ce soir, donc avant demain, donc demain il doit faire beau pour l'avenue Tervuren, mais ce soir, samedi, j'espère qu'il fasse mauvais, parce qu'il y a l'Eurovision à la télé, organisée par les radios et télévisions de service public, l'Union européenne des radiodiffusions, et l'Eurovision, c'est avant la création de tous ces machins de Voice, etc., c'est la première idée d'une communauté de valeurs et de partage. Et moi, j'adore ce qu'il y a de kitsch à l'Eurovision. Donc, c'est 26 pays qui concourent, mais aussi le côté, les disputes, la géopolitique dans les votes, le côté, les costumes, etc. Donc, c'est vraiment super agréable, mais il faut rentrer dans le jeu de l'Eurovision, à savoir prendre ça au second degré, quoi. Et cette année, c'est particulier parce qu'il y a un pays qui ne diffusera pas, c'est la Russie, à cause de problématiques, je dirais, géopolitiques avec l'Ukraine et la Crimée. Gabriel Lefebvre, vous vouliez nous parler, si je ne m'abuse, d'une maison, mais pas n'importe laquelle. L'histoire européenne. Donc, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, allez au parc Léopold qui est très beau, dans ce bâtiment Eastman qui date du 19e, qui est magnifique et superbe. C'était une ancienne clinique dentaire, mais bon, c'est maintenant, on ne s'y arrache plus les dents, c'est terminé. On se plonge dans l'histoire de l'Europe et en 24 langues. On se plonge, et c'est gratuit. Vous avez l'histoire de l'Europe en 24 langues. Vous verrez l'Europe qui entre dans la modernité. Vous pouvez réfléchir sur les valeurs et l'avenir. Nous venons d'en parler d'ailleurs dans cette émission. Vous pouvez même avoir une carte interactive sur la piste de Mon Europe. Enfin bref, vous êtes guide sur place, vous. J'ai envie parce que bon, ça me fait peut-être de plus grand bien de me replonger dans l'histoire de l'Europe. Mais c'est en famille, c'est gratuit, alors allez-y. Et vous, Nicolas, livre? Alors s'il fait mauvais et que vous n'aimez pas la musique, ben, vous pouvez effectivement lire. Alors c'est un livre qui est tout simple, c'est des mots tout simples. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se redécouvre. Et voilà, c'est plein de tendresse, c'est plein d'amour. Et puisque nous avons eu tout à l'heure des mots un peu durs, je vais vous l'offrir, monsieur Redouane Chahid. Comme ça, vous pourrez le lire ce week-end et vous verrez, c'est un livre à lire. Voilà. Donc, on va dire quand même le titre. Elle me parla d'un érable, du sourire, de l'eau et de l'éternité. Et c'est signé Antoine Page. Antoine Page, et je le passe à Redouane Chahid. Et moi, je voudrais vous parler d'un autre livre. C'est une BD, un roman graphique, comme j'aime à le dire. Ça s'appelle Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. C'est Mathieu Sapin qui a dessiné cela. C'est aux éditions d'Argo. Mathieu Sapin a l'habitude de suivre des gens. Il a déjà fait un livre sur François Hollande. Et en fait, il fait de l'immersion. Il est embedded chez Gérard Depardieu et il fait vivre le Gérard Depardieu, le vrai. Et quand il lui a dit, voilà, j'aimerais faire ce livre, Depardieu lui a dit, mais si tu le fais vraiment. Il faut que tu parles de Depardieu qui se casse la gueule en scooter et de Depardieu qui pisse dans un avion. Et effectivement, c'est ce qu'il y a dans l'album et c'est très amusant. Et vous, peut-être, vous avez un petit conseil à donner à nos téléspectateurs, Redouane Chahid? Eh bien, restons dans l'album, puisqu'il y a un artiste éverois qui s'appelle Hashmi, qui a sorti un album qui reprend des caricatures de politique, mais pas seulement, et qui organise aujourd'hui son lancement à la FNAC à partir de 16h avec une séance de dédicace. Merci. Et vous, Yann Van Dendries, un conseil? Un conseil pour Blanche. J'espère qu'elle va faire très bien. Et avec une telle voix, elle doit gagner. Elle doit gagner. Écoutez, tout ça, c'est merveilleux. C'est une alliance fantastique avec le représentant de la NVA qui est pour la représentante belge, qui en plus est une francophone. Donc Blanche à l'Eurovision, bonne chance à une bruxelloise. Bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine.